Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je sais que vous êtes nombreux à avoir apprécié ma vidéo sur les bases d'Unity, le moteur de jeu qui vous permet de créer vous-même vos propres jeux vidéo. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux à avoir des difficultés avec le code ou en tout cas à avoir un petit peu peur justement de plonger dans ce monde. Alors qu'au final, quand c'est bien expliqué, eh bien, il y a vraiment moyen de trouver ça simple et passionnant. Donc voilà vraiment le programme d'aujourd'hui, vous prendre par la main, même si vous n'avez jamais fait de C# de votre vie et même jamais de programmation de votre vie, vous expliquer vraiment les bonnes bases pour vous permettre ainsi d'évoluer confortablement. Mais juste avant ça, comme vous pouvez le voir ici sur mon t-shirt, eh bien cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger, un hébergeur web axé performance. Et à quoi pourrait vous servir justement un hébergeur web dans le cadre du développement de jeux vidéo? Eh bien, à beaucoup plus de choses que ce que vous pourriez penser. Premièrement, si vous développez un service en ligne, etc., ou un côté multijoueur, ça pourrait être l'endroit dans lequel vous allez mettre le point central de tout ça. Et deuxièmement, et surtout, le fait d'avoir un site web pourra vous permettre de promouvoir votre jeu. Et ça, c'est réellement important dans une époque où justement, on a de plus en plus de ressources disponibles, de plus en plus de jeux, de plus en plus de concurrence. Le fait d'avoir un site web pourra vraiment vous aider à vous démarquer. Petite présentation d'Hostinger. Hostinger, c'est un hébergement web qui vous propose un hébergement avant tout performant à un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez choisir Commencer pour choisir un plan d'hébergement. L'hébergement premium le plus vendu vous permet d'héberger jusqu'à 100 sites web et vous propose 100 gigaoctets de stockage en SSD avec une boîte email gratuite, un certificat SSL et un nom de domaine, et même du crédit Google Ads. Pour commencer, choisissez simplement Ajouter au panier, remplissez le formulaire et surtout, pensez à utiliser mon bon de réduction qui vous permettra d'avoir 7% de réduction supplémentaire en utilisant le code de réduction Bertrand. Donc simplement cliquez sur Vous avez un code coupon et utilisez le code Bertrand. En l'ajoutant, vous avez bien 7% de réduction supplémentaire. Vous pouvez aussi bénéficier de réductions supplémentaires en prenant un hébergement pour 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Avec 48 mois, vous économisez jusqu'à 75%. Une fois l'hébergement commandé, vous pouvez simplement installer votre WordPress ou votre autre système de CMS préféré en utilisant l'installateur automatique. Vous pouvez aussi découvrir comment héberger vous-même votre propre site web grâce à mon tutoriel dont je vous mets le lien ici en fiche et en description. Ici, vous apprendrez à héberger votre site HTML, CSS ou un site WordPress que vous avez fait sur votre ordinateur pour le mettre en ligne. Tout simplement. Et tant que vous y êtes, pensez à vous abonner à la chaîne afin de me soutenir dans mon travail et d'avoir plus de vidéos d'initiation à l'informatique. Et donc on est parti ensemble pour découvrir justement comment coder sur Unity, comment utiliser le C#, même si vous n'en avez jamais fait de votre vie. Et pour ça, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer en créant un nouveau projet. Et ce projet, je vais créer un projet en 3D. Et je vais cliquer sur Create Project. Donc ici, Unity se lance et commence à me créer justement mon projet de base en 3D. Et vous allez le voir, l'idée elle est vraiment pas de développer un jeu, mais de commencer à comprendre comment le code fonctionne et de vous sentir à l'aise. Parce que vous allez le voir, il y a énormément de tutoriels disponibles sur Unity et beaucoup d'entre eux font appel à du code. Mais si vous ne connaissez déjà pas le code de base, si vous ne connaissez pas comment tout ça fonctionne, vous aurez l'impression que ça sera assez, disons, mystique. Oui, voilà, je pense que ça peut être le mot, mystique. Et pour ça, justement, cette vidéo, elle est vraiment dans cette optique-là. On ne verra pas tout, mais je peux vous assurer que quand elle sera terminée, vous vous sentirez au moins à l'aise devant du code et c'est surtout ça qui est important. Donc, quand j'ai ici mon projet de base, comme je vous le disais, on va vraiment partir sur quelque chose de simple. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps, tout simplement, c'est que je vais venir créer un nouvel objet et je vais créer un objet 3D. Donc, je vais créer un cube, tout simplement, et je vais jouer un petit peu sur son scale, histoire d'avoir une surface de base sur laquelle on pourra faire évoluer une petite capsule ou quelque chose dans le genre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, sur l'introduction avec Unity, parce que ça serait quand même sympa d'être à l'aise au moins un petit peu avec ces notions-là avant de commencer.
Donc ici, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais bouger le scale à 10 en X et à 10 en Z, histoire d'avoir voilà, une petite surface sur laquelle on peut commencer à déplacer un personnage. On a un box collider qui est déjà de base, qui est déjà présent. Si je clique sur Edit Collider, normalement, voilà, c'est ça, on le voit en vert ici. Et il devrait justement épouser la forme de mon cube. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais créer encore un nouvel objet. Donc je vais créer un objet 3D. Et cette fois-ci, je vais créer simplement une capsule. Donc c'est souvent ce qu'on fait pour prototyper un jeu ou quelque chose comme ça. Voilà, avec une petite capsule, je vais le déplacer. Donc pour déplacer, on a l'outil de déplacement qui est ici. Je m'assure d'avoir bien choisi la capsule et je la déplace sur ma surface. Voilà, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur quelque chose de basique. L'idée, elle est vraiment pas, mais alors vraiment pas, de commencer à créer tout un environnement en 3D, etc. Mais juste avec ce cube et juste avec ce plane pour l'instant, on va pouvoir commencer à s'intéresser au code de notre application. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Mais juste avant de commencer le code, ce que je vais faire, c'est rajouter un composant sur ma capsule. Donc je fais attention à bien choisir ma capsule. Et j'ajoute un composant qui est un rigid body. Le rigid body, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas par rapport à la première vidéo, il va me permettre de gérer justement tout ce qui est physique, etc. Alors la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter des contraintes pour friser la rotation en X, en Y et en Z. Comme ça, notre capsule restera bien stable sur notre surface. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Si on lance le jeu d'ailleurs, ça va se voir. Voilà ici. Alors la caméra, je vais la bouger un petit peu. Voilà, je vais revenir, donc je quitte le jeu, donc faites toujours attention à bien lancer, quitter le jeu ici. Et je vais prendre la caméra et je vais venir, voilà, la mettre un petit peu plus haut, un petit peu plus, voilà, par rapport à ma scène. Comme ça, voilà, j'ai une bonne vue sur la scène et maintenant je peux lancer mon jeu. Et on voit qu'on a bien le comportement qu'on voulait, c'est-à-dire une capsule sur, au final, une surface. Donc voilà, rien de mirobolant pour l'instant. Mais en tout cas, ça sera bien plus que suffisant dans un premier temps pour qu'on puisse commencer à coder. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, donc on est parti sans plus attendre. Alors pour ça, justement, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va commencer à créer un script. Le script, c'est lui qui va vous permettre de coder tout le comportement au final d'un objet dans votre jeu. Ça veut dire que, par exemple, quand on appuie sur une touche, qui doit aller à droite ou à gauche, etc. Ou quand on appuie sur espace, il doit sauter, donc on doit ajouter, entre guillemets, une force à notre capsule pour qu'elle saute. Ou encore, si elle touche une zone, de perdre une vie ou des choses comme ça. Donc l'idée, elle est vraiment là. Le script s'occupe de tout ça et le script, au final, va fonctionner comme un composant. Et donc, pour ça, je vais cliquer sur Add Components et je vais simplement donner le nom que je veux. Donc ici, on va s'occuper de notre script pour le joueur, pour, voilà, ici, notre personnage principal. Donc, je vais l'appeler Player Script. Voilà, tout simplement. Il voit qu'on n'a pas ce type de composant-là, justement, présent dans les composants d'Unity, mais c'est pas grave. Je vais cliquer sur New Script, je vais l'appeler Player Script et je vais cliquer sur Create and Add, entre guillemets, créer et ajouter. Maintenant que c'est fait, eh bien on voit ici que j'ai justement ce qu'on appelle un script. Alors pour l'ouvrir, je peux double-cliquer dessus et ça va lancer au final votre éditeur de code. Alors je l'utilise ici avec un logiciel qui s'appelle VS Code, mais vous pourriez très bien utiliser Visual Studio qui est inclus avec Unity. Donc normalement quand vous installez Unity, il vous propose d'installer Visual Studio. Vous pourriez très bien le faire. Moi, j'ai une préférence pour VS Code parce que je le trouve un petit peu plus léger, au final, même beaucoup. Donc, l'idée, elle est ici. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez. Ce qui est important, c'est ce qu'on va écrire. C'est pas tellement avec quoi on va l'écrire, même si, en fonction de l'outil, vous aurez quelque chose qui peut parfois simplifier un petit peu l'écriture. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà beaucoup de code qui est déjà écrit. On va découvrir ça au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut vous dire, premièrement, c'est qu'on peut identifier plusieurs parties dans ce code. Premièrement, eh bien, comme je vous l'ai dit, ici, Unity s'exécute sur du C#. Le C#, c'est un langage de programmation et il en existe pas mal. Mais le C# est avant tout un langage qui est généraliste. C'est-à-dire que pour toutes les fonctionnalités qu'on va utiliser dans Unity, au final, eh bien,
il y a quelques fonctionnalités, on va appeler ça comme ça, dans un premier temps, à importer. Et ça, c'est le rôle de ces lignes qui se trouvent ici. Using system.collections, using system.collections générique, etc., etc. Ces lignes-là, il faut mieux ne pas y toucher parce que c'est ces lignes-là qui permettent justement d'utiliser les fonctionnalités qui sont fournies par Unity et qui peuvent s'utiliser en C#. On y reviendra plus tard. La seule chose, c'est que parfois on sera amené à en ajouter d'autres. Deuxièmement, vous allez retrouver ici Public Class Player Script Mono Behavior et ensuite une accolade ouvrante ici, suivie d'une accolade fermante ici, tout à la fin. Eh bien, c'est ici, au final, que tout le code relatif à votre composant sera écrit. Donc, tout le code qui va servir au final à contrôler notre petite capsule sera écrit ici, dans cet espace. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on appelle des fonctions. Là aussi, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais vous voyez ici qu'on a un void start suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante, et ensuite, de la même chose, une accolade et de l'espace dans lequel on pourra justement commencer à écrire notre code. On voit que ces fonctions, justement, là, il y en a deux de base, la fonction start et la fonction update. En fait, tout ce qui est contenu entre ces deux accolades-ci sera lancé au démarrage de votre objet. Quand votre objet va être initié dans votre scène, eh bien, le code qu'on ajoutera ici sera effectué. Ici, on trouve une fonction update. Et là, à chaque fois en fait qu'une image sera calculée dans votre jeu, on va tourner entre 20, 30, 60 images par seconde, quelque chose comme ça, eh bien, à chaque image, le code qui est ici sera également effectué. Et vous allez voir que petit à petit, on va commencer à comprendre ça. On va commencer à découvrir la programmation. La première chose qu'on va faire ici, c'est afficher un petit message justement dans la console pour comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent justement. Et donc pour ça, on va écrire debug.log. On va ouvrir une parenthèse et dans cette parenthèse, on va ouvrir des guillemets. Voilà. Alors ici, on voit que l'éditeur de code, quand je mets un guillemet, met le deuxième directement. Donc si vous avez VS Code ou Visual Studio, ça devrait le faire. Si pas, mais c'est pas grave, vous mettez vos guillemets vous-même, voilà. Et dans cet espace, voilà, entre les guillemets, on va marquer Hello World. Et ensuite, on découvrira ce à quoi tout ça correspond au final. Et alors ça, c'est très important, on va finir par un point-virgule et on va faire un coup de CTRL-S pour enregistrer. Ou alors fichier, enregistrer, c'est comme vous préférez. Et ensuite, on va repasser sur Unity. Alors, quand vous avez modifié votre script dans un programme externe, ce qui est le cas ici avec VS Code, eh bien, vous voyez que Unity, entre guillemets, recompile le code. Là aussi, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce à quoi cela signifie exactement. Mais en gros, il lit le code, s'assure que tout est correct au final, et crée justement ce que vous avez codé. On va dire ça comme ça dans un premier temps. Et alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, eh bien, c'est qu'on va lancer le jeu. Et ici, voilà, vous pourriez me dire, bah tiens, ouais, mais c'est rien passé. Eh bien non, parce que si on va sur cet onglet qui est l'onglet console, qui est ici, eh bien, on voit que le petit message qu'on a codé, justement, eh bien, il apparaît. On voit ici qu'il est marqué Hello World, entre guillemets, bonjour tout le monde, et c'est souvent le premier programme qu'on fait quand on commence un langage de programmation. Donc, félicitations, vous avez déjà fait quelque chose ici en quelques minutes. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'il n'y paraît. Alors pourquoi? Premièrement, parce que dans cet onglet console, vous allez avoir toutes les interactions justement entre votre programmation et votre jeu. Et donc, ce qu'on a fait ici, utiliser la fonction debug.log, on va y revenir un petit peu plus tard, eh bien, ça me permet en fait d'afficher des messages et vous allez le voir, ça peut être très utile dans le développement de votre jeu ou d'une application en général. Deuxièmement, si votre programme rencontre un problème, c'est ici qu'il vous affichera lequel. On va faire une petite démo, mais avant tout ça, n'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut bien prendre soin de lancer et d'arrêter votre jeu en appuyant sur le petit bouton play qui se trouve ici. Je vais faire une petite faute, et d'ailleurs si ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, vous allez comprendre également. Admettons ici, je vous ai dit qu'il fallait terminer par un point-virgule.
eh bien, je vais l'enlever, ce point virgule. Voilà, je fais un coup de delete, je vais enregistrer et je vais voir ce qu'il se passe. Et là, on voit directement que les choses changent un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, voilà, d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur Clear pour avoir à chaque fois une console propre qui a des messages seulement relatifs à maintenant, quoi, à ce que vous faites actuellement, sinon il va garder les messages en mémoire. Eh bien, vous voyez qu'il met un gros point d'exclamation rouge, alors ça, généralement, c'est pas bon, et qui nous met en fait un message d'erreur. Et ça, en programmation, c'est très important. Il faut vraiment pas avoir peur de ces messages d'erreur, mais les prendre comme des indications qui vont vous aider à développer. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce message d'erreur-ci au final? Eh bien, il nous dit qu'il y a une erreur en ligne 10. Vous voyez ici, il nous met le fichier dans lequel il y a une erreur. Donc là, il nous dit que c'est dans le player script. Donc on est bien dans le player script. Et qu'en ligne 10, eh bien, il y a une erreur et qu'un point virgule est attendu. Donc point virgule expected, ça veut dire que le point virgule est attendu. D'ailleurs, il nous remet le message ici aussi en bas. Et donc, c'est bien notre erreur, c'est bien ce qui s'est passé ici. En ligne 10, vous voyez ici, en ligne 10, il y a bien un point virgule qui est attendu. Donc, j'enregistre de nouveau. Et quand je relance, là, on va voir justement eh bien, que ce message d'erreur, justement, il disparaît. Et que quand on le lance, on a bien le comportement qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous dit un petit message bonjour, hello world, ici, c'est ce qu'il nous dit notre jeu. Quand on le lance, eh bien, c'est justement le résultat sur lequel on doit arriver. Alors, il aurait pu avoir d'autres erreurs. Par exemple, ce qu'on appelle la casse, c'est-à-dire si c'est en minuscule ou en majuscule, est important. Si on met ici un debug sans D majuscule, mais avec un D minuscule, de la même façon, Unity va nous retourner une erreur. Il va nous dire que le nom debug n'existe pas dans le contexte actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, debug, ça n'existe pas, il ne le connaît pas. Donc on va remettre un D majuscule. Et ça pourrait être pareil avec le L ici, qui est un L majuscule. Si on met un debug.log avec minuscule, eh bien, on va voir ici qui nous dit la même erreur, c'est-à-dire qu'on ne contient pas une définition pour log. Ça veut dire, encore une fois, qu'il ne connaît pas le nom de cette fonction. Et donc, du coup, je vais changer. Je vais mettre debug.log comme il doit être, c'est-à-dire avec un majuscule AD et un majuscule au L de log. Et ensuite, maintenant, on va s'intéresser à ce que nous avons écrit plus en détail. Ce que nous avons écrit, la ligne entière ici, c'est ce que l'on appelle une instruction. Une instruction, c'est une ligne qui dit à Unity, à votre programme, quoi faire. Et c'est vraiment le but de la programmation. On va écrire toute une série d'instructions, toute une série de lignes qui va dire à Unity, qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, on lui a dit, quand tu démarres, eh bien, tu dois dire hello world, tu dois dire bonjour tout le monde. Alors, il y a une deuxième chose qui est importante. Donc ici, le point log qui est ici, donc debug. On va simplifier un petit peu, on va dire debug.log dans un premier temps. Eh bien, c'est une fonction. Et c'est surtout log qui est une fonction. Une fonction, c'est quoi au final? C'est des fonctionnalités, on va dire ça comme ça, préexistantes, donc qui vont vous permettre d'effectuer quelque chose. Alors, la différence, c'est qu'il y en a des préexistantes justement et d'autres que l'on peut créer, mais ça on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce quelque chose parfois peut être précisé. C'est ce qu'on appelle un argument ou encore un paramètre. Et ici, c'est quoi ce paramètre? Eh bien, c'est Hello World. Ce texte, on le voit qu'il est entouré au final, comme je vous l'ai demandé, de guillemets ici et ici. Ça, c'est pour délimiter, pour faire comprendre à votre langage de programmation, c'est Sharp ici dans ce cas-ci, que vous êtes dans du texte, que vous êtes dans ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Autrement dit, un string, c'est le terme anglais, voilà, ça veut dire une chaîne. Ces guillemets-là sont importants parce que si je les supprime, pour lui, c'est plus du texte, il va chercher ça comme des fonctions préexistantes par exemple, ou des noms de variables qu'on verra plus tard. Et donc pour lui, ça sera plus du tout la même chose. Si je les enlève, encore une fois, eh bien, ce que je vois ici, c'est qu'il va me mettre plusieurs erreurs, il va plus tellement s'y retrouver. Donc encore une fois, je vais remettre les guillemets, mais bien pour comprendre. Ensuite, je vous ai demandé d'ajouter un point-virgule. Eh bien, le point-virgule, il est là pour finir une instruction. Donc, quand vous donnez une instruction à votre ordinateur sur une ligne, le plus souvent, vous allez le terminer par un point-virgule. Ce point-virgule est important parce que le langage de programmation ici, le C#, s'attend obligatoirement à en retrouver un.
Alors, intéressons-nous maintenant un petit peu plus à cette chaîne de caractères, ou en tout cas aux paramètres que l'on peut mettre dans notre fonction debug.log. Alors, je vous ai dit qu'il pouvait accepter du texte, c'est-à-dire une chaîne de caractères, mais le debug.log, il n'accepte pas que des chaînes de caractères en termes de paramètres. Vous pourrez aussi très bien passer un nombre. Donc, je vais passer 100, par exemple, voilà. Je vais enregistrer et je vais voir ce que ça donne. Voilà, le script se recompile. Je relance mon jeu. Et on voit ici qu'il nous a logué, qu'il nous a affiché le nombre qu'on voulait. Donc ici, on a un nombre, un integer pour être tout à fait précis, c'est-à-dire un nombre entier. On pourrait avoir un float, c'est-à-dire un nombre à virgule, par exemple 100.7 ici. Voilà, le point en langage de programmation, c'est l'équivalent de la virgule. D'accord, il va pas reconnaître la virgule. Voilà, si je mets 100,7, ça sera tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, petit détail à ajouter, dans le C#, dans le langage C#, on va terminer un nombre à virgule par un f, pour lui dire au final que c'est un float, que c'est un nombre à virgule. Et du coup, vous allez voir la différence. Voilà, ici, je le relance. Et il nous affiche bien 100.7, d'accord? Donc, au final, le f, eh bien, il n'est pas affiché, c'est vraiment pour dire au langage de programmation, voilà, ça, c'est un nombre à virgule. C'est une petite convention qu'il faudra adopter et vous retrouverez bien souvent ça. Surtout que des nombres à virgule, vous allez le voir, dans le développement de jeu, on va en retrouver beaucoup. Mais prenons un petit peu de recul par rapport à tout ça, justement, en se disant, bah tiens, à chaque fois, mes nombres, mes chaînes de caractères, etc. Eh bien, qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des types de données. Des types de données en programmation, eh bien, c'est quoi? C'est justement le type de données que va manipuler notre programme. Et c'est important parce qu'on verra que entre des chaînes de caractères, des nombres entiers, c'est-à-dire des integers, ou des nombres à virgule, c'est-à-dire des floats, eh bien, le langage ne va pas toujours traiter ça de la même façon. Et il y a une deuxième notion qui va apparaître ici juste maintenant, eh bien ce sont les variables. Et les variables, c'est quoi? Eh bien, c'est des endroits dans lesquels je vais pouvoir définir des valeurs pour ensuite les réutiliser plus tard. On va faire une petite démo et vous allez comprendre ça tout de suite. Je vais venir dans ma fonction start et je vais ajouter une ligne. Et ici, je vais lui déclarer une variable. Et pour ça, ça sera toujours la même chose. Je vais devoir définir le type de ma variable, donc par exemple ici un string, pour une chaîne de caractères donc, et lui donner un nom. Donc par exemple ici, je vais l'appeler message. Et ensuite, je vais mettre un égal pour lui dire, bah voilà, ce que message va contenir. Et je peux ensuite lui mettre ce que je veux. Et donc, comme on est dans une chaîne de caractères, souvenez-vous, on va devoir mettre notre texte entre deux guillemets. Et je vais mettre ma super variable, voilà ici comme ça. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais terminer mon instruction par un point virgule. Maintenant, je peux réutiliser message partout où je veux dans mon code. Ou en tout cas, dans cette fonction start, parce qu'on verra une petite nuance après. Mais en tout cas, dès qu'elle est définie ici, je peux maintenant l'utiliser dans cette fonction start. Ça veut dire que par exemple ici, je peux remplacer mon debug.log ici par message. J'enregistre et si je recharge maintenant, voilà, ça va recharger. J'arrête mon programme, je le relance. Et vous voyez bien qu'il nous affiche ma super variable et donc le texte qui est affecté à cette variable message. Et donc ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant, je peux retaper une deuxième fois par exemple debug.log, retaper message et on va voir, sans surprise au final, que ça va m'afficher ça deux fois. D'accord? Il va reprendre le contenu de ma variable, il va le réutiliser une fois qu'elle est définie. Je peux venir et le réutiliser quand je veux. Mais ce n'est pas tout, parce que je peux aussi redéfinir le contenu d'une variable, la modifier une fois qu'elle est créée. Et pour ça, je n'ai pas besoin de redéclarer avec son type ici. Je peux simplement venir mettre que le message maintenant eh bien, est égal à un nouveau message. Donc là, je vais mettre un message modifié, comme ça vous allez bien comprendre. Et comme d'habitude, je vais terminer avec un point virgule.
puisque nous sommes dans une instruction. Et là, on va voir ce qu'il se passe. Je reviens. Je relance mon programme. Et vous voyez bien justement qu'il m'a écrit une première fois ma super variable. Et ensuite, il m'a écrit un message modifié. Et donc, on voit bien justement ici que le contenu de ma variable a été modifié au passage. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut créer des chaînes de caractères, on peut créer des nombres. Donc voilà, je peux venir mettre int mon nombre ou nombre égale 50, par exemple. Je vous ai parlé aussi des floats. Les floats, c'est des nombres à virgule, donc je vais l'appeler virgule. Et ici, je vais mettre par exemple que c'est 5.2f. Voilà. Et ici, j'ai créé un nombre à virgule. Et donc, ces trois types de données, ce sont des types de données qu'on va utiliser très souvent. Du texte, des nombres et des nombres à virgule. Attention, c'est d'autant plus important que l'on ne peut pas redéfinir ici une variable qui a été déclarée dans un premier type avec un second. Je m'explique. Par exemple, le message qui est ici une chaîne de caractères, je ne pourrais pas venir ici et dire que maintenant, ma chaîne de caractères, c'est plus une chaîne de caractères, c'est un nombre et c'est 18. Voilà. Ça, en C#, je ne peux pas. D'ailleurs, si je regarde un petit peu mon script, il me met une erreur. Il me dit que je ne peux pas convertir de façon implicite comme ça un type integer vers un string. Il me dit que je ne peux pas mettre ici un nombre dans quelque chose qui est une chaîne de caractères ici. Par contre, voilà ici pour nombre, voilà, qui est un nombre du coup, là je pourrais, d'accord, je pourrais venir redéfinir nombre avec 18 parce que 18 c'est un nombre, que j'ai créé cette variable comme un nombre, je l'ai déclaré grâce à int, et là, ça fonctionnerait. Ça veut dire que si je reviens maintenant et que je recharge mon code, voilà, je relance, on voit ici que tout fonctionne. Alors, vous allez me dire, oui, mais le contenu de mes variables et tout, il n'est pas affiché là dans la console. C'est normal, c'est parce que justement, un langage de programmation, il va faire exactement ce que vous lui dites, ni plus ni moins. Donc, je lui ai dit de créer une variable message, je lui ai dit de créer une variable nombre, une variable virgule, je lui ai donné du contenu dans chacune de ces variables, et ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis d'afficher message, je lui dis que nombre, maintenant il vaut plus 50, mais il vaut 18, et ensuite, je lui redemande d'afficher message, qui est contenu ici, ma super variable. Et donc ça, c'est super important aussi de le comprendre. Enfin, retenez vraiment cette façon de déclarer une variable. Premièrement, je vais déclarer son type, string, int ou float, et on verra qu'il y en a encore d'autres. Ensuite, je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais mettre un égal. Et ensuite, je vais donner sa valeur suivie par un point-virgule. C'est comme ça qu'on crée une variable. Et il y a encore une dernière notion qui est la notion de portée. Ce qui est bien important à comprendre, ce sont les blocs de code. Les blocs de code, par exemple pour les fonctions, vont commencer ici par une accolade et vont finir par une accolade. Eh bien, si je déclare une variable à l'intérieur d'ici, elle ne sera accessible qu'entre cette accolade-ci et celle-ci. Ça veut dire que je ne pourrais pas venir, par exemple, prendre la variable et l'afficher ici ou l'utiliser, par exemple, dans le update qui est ici. D'accord? Si je viens ici dans le update et que je lui demande de faire un debug.log du message, il ne la trouvera pas. Et d'ailleurs, il va me l'indiquer. Si je reviens sur Unity, il me dit le non-message n'existe pas dans le contexte. Ça veut dire qu'ici, il ne la trouve pas puisqu'elle a été définie ici. Et donc, qu'elle n'est pas accessible ici. Par contre, un bloc de code, il y en a un autre. Il y a ici la classe. Alors, je ne suis pas encore venu sur la notion de classe, c'est plutôt pour la fin de la vidéo, ou en tout cas plus tard. Mais dites-vous bien qu'il y a aussi un autre bloc de code qui commence ici par une accolade et qui se termine ici aussi par une accolade. Et là, je pourrais venir et définir mon string message ici.
au début dans cette accolade-ci. Et donc là, ça sera accessible du début de cette accolade, en tout cas de là où je l'ai défini, jusqu'à la fin de cette accolade. Et donc là, par contre, ça devient important. Là, ça devient important parce que du coup, je peux enlever mon string message ici. Et là, ça va apparaître. Là, ça va apparaître. Là, ça va être possible. Voilà, je vais cliquer sur Clear pour vider un petit peu ma console. Je vais la relancer. Et ici, on voit que ça apparaît. Et on voit aussi qu'il n'arrête pas d'afficher ma super variable. Il l'affiche tout le temps. Et ça semble pas s'arrêter. Eh bien, pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ici, on a une première fonction start qui va effectuer tout ça quand l'objet va apparaître au final dans ma scène, quand il va être initialisé. Et ici, dans le update, ce code-ci va être effectué à chaque fois qu'une image est calculée. Alors là, pour l'instant, on n'a encore rien fait bouger, etc. Donc, on a du mal à s'imaginer que des images sont calculées, mais c'est bien le cas. Ici, quand je lance le jeu, des images sont calculées et on a entre 20 et 30 images qui sont calculées par la seconde à peu près. Et encore, peut-être même plus. Et donc, du coup, eh bien, il me lance ce code-là à chaque fois. Il me lance le debug.log message à chaque image et c'est ce qui explique qu'on en ait autant qui s'affiche dans la console. D'ailleurs, utilisons un petit peu tout ce qu'on a vu ici pour mettre un peu tout ça en musique. Et après, on continuera à en apprendre plus. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais supprimer un petit peu tout le code que j'ai mis. Dans un premier temps, voilà. Pour repartir d'un fichier, entre guillemets, vierge, le fichier tel que vous l'avez trouvé dès le départ. Et ce que je vais faire maintenant, c'est simplement calculer le nombre d'images qui aura été calculé par Unity depuis que le jeu sera lancé. Voilà, petit programme tout bête. Et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, premièrement, je vais créer un integer et je vais l'appeler image. Autrement dit, le nombre d'images qui sera calculé. Et je vais l'affecter à 0. Voilà, comme ça, on aura ça qui est dispo de base. Donc, j'ai mis hors des fonctions. Comme ça, il pourra être utilisé sur le start ou sur l'update au choix. Maintenant, je viens sur l'update et ce que je vous n'ai pas encore dit, eh bien, c'est qu'on peut aussi, surtout quand on a des nombres, faire des opérations. Et comment ça fonctionne? Eh bien, de façon toute simple, je vais reprendre image, je vais le réaffecter comme on a vu précédemment avec le texte, et je vais lui dire que c'est exactement égal à image, donc 0 pour l'instant, plus 1 à chaque fois qu'une image sera calculée. Donc, il va me prendre image et il va l'augmenter de 1. Et ensuite, ce que je vais lui dire, eh bien, c'est de faire un debug.log de image, tout simplement. Et donc, vous avez bien compris comment le programme ici va fonctionner. On va initialiser image à 0. Ensuite, on va reprendre image et on va ajouter 1. Et ensuite, on va afficher cette fonction-ci. Elle sera lancée à chaque fois qu'une image sera calculée, puisqu'on est dans la fonction update. Et donc, on est parti, on a réussi à faire notre petit programme, voilà ici, très facilement. Donc, je relance le programme, et ici, on voit le nombre d'images qui nous a calculé à chaque fois. Et vous le voyez, voilà ici, on est déjà à beaucoup d'images, vu qu'on a déjà passé les 9800, voire les 10 000 bientôt. Donc voilà ici, d'ailleurs vous le voyez à chaque fois, la dernière sortie s'affiche juste ici, dans le coin inférieur gauche, c'est la dernière sortie de la console. Et on voit que déjà, sur le temps que j'ai parlé ici, eh bien, on a calculé plus de 28 000 images. Et donc, on comprend bien, du coup, un petit peu le fonctionnement maintenant de tout ça. Alors, sachez bien sûr que vous pouvez bien sûr utiliser le plus, vous pouvez utiliser le moins, vous pouvez utiliser la division, vous pouvez utiliser la multiplication avec ce symbole-ci, et vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle le modulo, ça veut dire le reste, dans une division. Voilà, une utilité parfois, mais voilà le genre d'opération que vous pouvez faire avec les nombres. Moi, je vais rester sur le plus 1. Si déjà vous avez compris tout ça, eh bien, sachez que vous avez déjà fait un grand progrès en termes de programmation. Et nous, on va continuer justement avec la suite. Et notamment les conditions. Alors, pour l'instant, et je pense que ça vous l'avez bien compris, dans un bloc de code, les instructions, elles vont s'exécuter de haut en bas.
Et l'ordinateur, dans ce cas-ci Unity, va effectuer toutes ces opérations dans l'ordre. Sauf que parfois, et même souvent dans les faits, on aura besoin de déclencher une opération seulement, par exemple, si une condition est vraie. Et c'est ce que nous allons faire ici. Et pour ça, nous allons voir les structures conditionnelles. Alors pour ça, on va introduire un nouveau type de données que sont les booleans. Donc on va le déclarer avec le mot-clé bool. Et ce boolean, simplement, eh bien, il a deux valeurs, vrai ou faux. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile en programmation. Et donc du coup ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un boolean qu'on va appeler condition. Et cette condition, je vais la passer à true. Et ensuite, on va introduire notre condition. Donc, on va utiliser le mot-clé if et on va lui dire que si la condition, donc voilà, si c'est vrai au final, ce qui est le cas ici, eh bien, du code sera exécuté. Pour ça, on va ouvrir un nouveau bloc de code avec des accolades. Et dans ces accolades, on va mettre ce que l'on veut faire. Et donc, du coup, ici, on va lui dire simplement qu'on va faire encore un petit debug.log et on va lui marquer « ça marche », tout simplement. Voilà, j'enregistre, je n'oublie pas le petit point virgule, ça je pense que vous commencez à comprendre que c'est important. Alors c'est à chaque fois dans le cadre des instructions. Les points virgules ici, par exemple, on est plutôt dans des structures de contrôle et on ne termine pas par un point virgule du coup, mais par une accolade pour lui dire, bah voilà, on va exécuter tout le code qui est entre accolades si jamais la condition est vraie. Et donc du coup, voilà, je relance mon code. Et on voit qu'il nous log bien, ça marche. Alors je l'ai fait ici dans un update, ce qui explique pourquoi on en a énormément. Mais l'idée est là, on voit que ça fonctionne. A l'inverse, si je passe ma condition maintenant à false, eh bien, il va vérifier si ma condition est vraie ou pas. Là, je l'ai set à false et donc, pour ainsi dire, il ne va rien se passer. Je vais faire un coup de clear sur la console et je vais relancer mon code. Et ici, du coup, on voit qu'il ne se passe absolument rien. Et donc, c'est bien l'intérêt ici des conditions, c'est de pouvoir déclencher ou non du code en fonction de si la condition est vraie ou pas. Alors ici, eh bien, on est sur des exemples simples depuis tout à l'heure, mais croyez-moi, ça a énormément d'intérêt. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de spécialement définir une condition à l'avance. Vous pouvez aussi très bien mettre votre condition ici avec des opérateurs de comparaison, par exemple, afin de vérifier que quelque chose est vrai ou pas. Il y en a plusieurs. Donc par exemple, on pourrait mettre une variable, voilà, par exemple un nombre, et se demander s'il est plus petit que 0. Voilà, tout simplement. Donc je vais définir ici un nombre, donc int, nombre, égale 1. Voilà. Et simplement, eh bien, le code va s'exécuter ou pas, selon que la condition soit vraie ou pas. Ici, le nombre n'est pas plus petit que 0. C'est 1, il est plus grand que 0. Et donc, dans l'absolu, le code ne s'exécutera donc toujours pas. On le voit ici. Et d'ailleurs, ici, vous allez le voir plus tard, on commence à devenir très près justement d'une logique qui permettra de faire déplacer, par exemple, notre capsule. Alors, des opérateurs, eh bien, il y a plus petit ou égal. Il y a égal, voilà, si le nombre vaut 0, notez bien le double égal dans le cas d'une égalité, à ne pas confondre avec le simple égal qui est là pour définir justement une variable. On a plus grand et plus grand ou égal. Enfin, on a aussi différent de. Donc ici, par exemple, la condition serait, le code ici, serait effectué si le nombre est différent de 0. Ici, c'est bien le cas vu qu'il est de 1. Et du coup, si je relance le code toujours, on a bien notre code qui est exécuté, le nombre est différent de 0, donc la condition annonce vrai. A noter que vous pouvez aussi trouver else, qui permet d'effectuer du code si jamais la condition ici n'est pas respectée. Enfin, vous pouvez aussi trouver le else if, qui permet d'ajouter d'autres conditions. Alors ici, on va modifier un petit peu du coup pour qu'il y ait une logique. On va lui dire que si le nombre, par exemple, est différent de 0,
à terme, on dira qu'on ira à gauche. Ensuite, s'il est plus petit que 0, donc c'est bon, on ira à gauche. Ensuite, si le nombre est supérieur à 0, alors dans ce cas-ci, on ira à droite. Enfin, s'il n'est pas plus petit que 0, s'il n'est pas plus grand que 0, c'est qu'il vaudra 0. Et donc, dans ce cas-ci, eh bien, ça sera simple. On restera sur place. J'enregistre et je vois ce que ça donne. Donc ici, il nous log à droite. C'est normal parce qu'on lui a dit que ça valait 1. Et donc, on rentre ici. On voit que le nombre, il n'est pas plus petit que 0, vu qu'il est de 1 plus grand que 0. Donc, on passe à la deuxième. Il regarde si le nombre est plus grand que 0. C'est le cas. 1 est plus grand que 0. Et donc, du coup, il passe à droite. On pourrait aussi lui dire, avec un else ici, bah tiens, on reste sur place. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Je vais passer le nombre à 0. Je vais relancer mon code. Et on voit qu'il nous log bien, rester sur place. Et là, on est sur une logique vraiment qui est vraiment très proche de ce qu'on pourrait retrouver pour faire déplacer notre capsule. Encore une chose avant de commencer à interagir vraiment avec notre programme, que j'aimerais aussi vous expliquer, eh bien, c'est qu'on peut créer ses propres fonctions. Comme je vous l'ai dit, il y en a de base ici, le start, le update, etc., qui sont plutôt une sorte de cadre de travail intégré à Unity. Et voilà, Unity, quand il lit le script, il sait qu'il y aura une fonction start et que dans cette fonction start, on va permettre, du coup, d'exécuter des choses au démarrage du script. Il y aura aussi une fonction update et dans cette fonction update, on va mettre tout ce qui devrait être calculé à chaque frame, comme un déplacement par exemple. Mais maintenant, on pourrait très bien créer nos propres fonctions. Et pour ça, eh bien, c'est assez simple. Au final, tout ce qu'on va faire, c'est commencer par dire qu'est-ce que va retourner notre fonction. Autrement dit, il faut se poser la question, est-ce que notre fonction, eh bien, elle va être utile pour faire une certaine action, ou alors pour retourner un résultat, calculer une addition par exemple, voilà, pour prendre quelque chose de très simple. Ou retourner un petit message pour dire bonjour. Reprenons l'exemple pour dire bonjour et créons notre propre fonction. Dans ce cas-ci, notre fonction ne retournera rien, elle va juste écrire à notre place dans le terminal. Et pour ça, quand la fonction ne retourne rien, on va commencer par void. Vous comprenez que c'est le mot-clé qui a été utilisé précédemment. Void pour vide. Et du coup, je vais créer une fonction dire bonjour. Je mets une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Simplement parce qu'ici, je n'ai pas d'argument que je vais recevoir. Je vous expliquerai ça un petit peu plus par la suite. Et j'ouvre encore et ferme des accolades. Et ensuite ici, je peux dire par exemple qu'on peut faire un debug.log et qu'on peut mettre bonjour. Et ensuite, je vais refaire la même chose pour une deuxième phrase en disant tout le monde. Tout simplement. Et du coup, maintenant, quand je commence ici mon void start, je peux maintenant utiliser la fonction dire bonjour que j'ai créée précédemment. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire dire bonjour. Donc, une dernière chose avant de tester ça, c'est que je vais enlever le else qui est ici, il est optionnel. Et du coup, pourquoi je fais ça? Simplement parce que sinon, il n'arrêterait pas d'écrire, comme le nombre est égal à 0, il n'arrêterait pas d'écrire toujours rester sur place et on ne verrait pas notre dire bonjour. Et donc moi, j'ai envie que ça se voit bien. Et c'est pour ça que je supprime ça. Maintenant, je fais un play. Et là, on voit qu'il nous dit bonjour tout le monde. Donc, on a bien le fonctionnement qu'on a codé. Une fonction, dire bonjour, qu'on peut maintenant appeler n'importe où ici et qui nous permet simplement à chaque fois d'exécuter les deux lignes qui sont là. Encore une fois, ça va nous être très utile dans beaucoup de situations où on va devoir répéter parfois plusieurs fois les mêmes actions et donc du coup on n'aura pas envie de réécrire à chaque fois
50 lignes. Et donc, on retirera ces lignes-là et on les mettra dans dire bonjour. Une autre chose, c'est qu'on peut passer, comme je vous l'ai dit, des paramètres. Alors, on a utilisé certains, comme dans le debug.log ici, on passe un paramètre. Eh bien, on peut passer nous-mêmes un paramètre à la fonction que l'on crée. Et pour ça, simplement, ce qu'on va faire, c'est rajouter ici, voilà, dans le dire bonjour, le fait qu'il doit s'attendre à recevoir une information qu'il va passer au code qu'il va exécuter. Et donc pour ça, on lui précise le type de paramètre qu'il va recevoir, donc du string, du integer, du boolean, etc. Ici, on va lui dire qu'il va recevoir du string, et on va lui dire qu'il va recevoir un nom, par exemple. Et donc du coup maintenant, ce nom-là, je vais pouvoir le réexploiter plus bas dans ce code-ci. La variable nom qu'on va lui passer, elle existera d'ici à ici. Et donc, tout le monde ici, par exemple, je peux changer par mon nom. Et donc, je vais le faire. Mais du coup, j'ai besoin de lui passer l'information quand j'appelle la fonction. Vous voyez qu'ici, on définit la fonction, on la crée, entre guillemets. Et ici, on l'utilise. Et donc, je vais dire bonjour, Bertrand. Je lui passe une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est récupérée ici et ensuite est exécutée. Démonstration. Et on voit qu'ici, on a Bertrand qui est récupéré, qui est passé à la fonction. Donc le fonctionnement, justement, est le bon. Mais comme ça, vous savez comment définir des fonctions qui prennent un paramètre en compte. On peut en passer plusieurs, ou en définir plusieurs, en mettant une virgule. Donc, je pourrais rajouter un autre truc avec nom de famille ou prénom ou quelque chose comme ça. Le fonctionnement ensuite sera le même. Donc, dernière chose, là j'écris une fonction qui ne retourne rien, qui se contente de faire des actions, mais on pourrait définir une fonction qui retourne quelque chose, un nombre par exemple, et qui serait affiché. Ou un prénom par exemple, pour prendre quelque chose de simple et un peu imbriquer les choses. Et donc du coup, si j'ai envie que cette fonction me retourne une chaîne de caractères, je vais noter ce qu'elle doit retourner en premier, à la place de void. Ensuite, je lui donne un nom, donner prénom par exemple. Et ce que je vais faire, c'est précéder ce que je veux retourner du mot-clé return. Et ici, je vais rajouter return et je vais faire un return de Bertrand. Par exemple, tout simplement. Ensuite, je peux utiliser cette fonction. Donc ici, par exemple, donner prénom. Plutôt que dire bonjour Bertrand, je peux rajouter donner prénom. Hop. Et donner prénom va passer le prénom que j'ai défini ici à la première fonction. Tout simplement. Alors on voit que ça fonctionne tout pareil parce que c'est le même prénom. Si je veux modifier le prénom ici, je vais mettre par exemple Tony. Hop, j'enregistre. Je reclique sur Play. Et on voit que le prénom, il a bien changé justement. Donc voilà, pour vous faire un petit aperçu rapide des fonctions. Et on voit bien justement comment les choses se passent. Ok, maintenant que vous en savez beaucoup plus sur le C# de façon générale, on va voir comment manipuler un petit peu les éléments que l'on retrouve sur notre scène sur Unity. Et donc ici, bien comme on l'a vu, ce script, il est attaché à la capsule. Et donc du coup, pour la manipuler, on a plusieurs solutions. Alors premièrement ici, je vais enlever le code, voilà simplement, que j'ai fait jusqu'à présent. Hop. Qui était plus pour la démo de C# et pour les bases du C# de façon générale. Et je vais commencer à travailler sur l'update. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on peut accéder directement à certains composants à travers notre script. Et dans d'autres cas, il faudra aller le rechercher à l'aide d'une ligne supplémentaire ou deux. On va prendre le cas où on peut aller justement rechercher notre composant et notamment sa position, la fameuse propriété transform qu'on retrouve ici, tout en haut, voilà, dans l'inspecteur quand on voit notre capsule. On voit qu'on a notre transform
Et puis, on a une valeur position. Et c'est cette valeur position qu'on va venir modifier avec notre script. Et donc, pour ça, je vais aller dans le update et je vais faire un coup de transform.translate. Alors, le transform, tel qu'écrit ici, c'est le transform que je viens de vous montrer. Et la méthode translate va permettre de décaler sa position. Et donc, du coup, je vais faire un translate et je vais lui passer des paramètres, puisque vous savez maintenant ce qu'est un paramètre, et je vais lui passer un vecteur 3. Quel est ce vecteur 3? Eh bien, au final, c'est ce qu'on appelle un objet. Alors, je ne vous ai pas encore tellement beaucoup parlé d'objets jusqu'à présent, mais sachez qu'un objet, c'est une entité un petit peu plus complexe que juste un integer, ou juste un nombre, juste un float, etc., ou une chaîne de caractères. C'est vraiment un ensemble de données qui sont globalisées avec aussi des méthodes qui peuvent s'appliquer directement dessus. Donc, comprenez des fonctions. D'accord? Donc, un objet va contenir à la fois des données et des fonctions auxquelles on va pouvoir accéder. Je simplifie beaucoup, mais bon, on va dire que en simplifiant beaucoup, on a une définition qui est à peu près correcte. Si ça vous intéresse d'entendre parler d'objets et de classes et de programmation orientée objet dans un tuto plus en détail, faites-le moi savoir et j'en ferai un vraiment avec plaisir. Sachez aussi que là, justement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'éditer une classe. Une classe, c'est quoi? Bien, c'est une fabrique à objets. Et donc, du coup, là, on est plus ou moins déjà en train de, même carrément en train de faire de la programmation orientée objet. Mais bon, ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. Donc, du coup, ici, ce vecteur 3, eh bien, il a une méthode forward qui permet en fait d'avancer, tout simplement. Et ce vecteur 3, eh bien, il est composé de quoi au final? Eh bien, il est composé au niveau de ces données, principalement, de 3 floats. D'une position en X, d'une position en Y et d'une position en Z. Vous voyez, quand je bouge, ça bouge ces valeurs-ci. Et c'est ça qui définit justement où est-ce que l'objet se trouve dans ma scène. Et donc, je vais lui dire un forward, simplement pour avancer. Là, l'idée, c'est de le faire aller vers l'avant ou vers l'arrière. Je peux en fait le multiplier par une valeur. Pourquoi? Simplement pour fixer sa vitesse. D'ailleurs, je ne vais pas le faire ici. On va le voir par la suite. Et je peux le multiplier par time.fixedTime. Pourquoi ça? Parce que simplement en fonction de la puissance de la machine, eh bien, ça risquerait d'aller plus ou moins vite. Et donc le time.fixedTime me permet d'avoir quelque chose qui sera plus ou moins la même chose sur toutes les machines. Et ça, c'est important. Et enfin, je vais ajouter un point virgule parce qu'il s'agit ici aussi d'une instruction. Eh bien, si je fais déjà cette base, eh bien, on va voir que ça va me faire avancer mon objet vers l'avant. On essaye. Et on voit, voilà, qu'il est parti. Il est parti très 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 loin, mais il est parti. Donc, on voit bien la fonctionnalité ici. Maintenant, eh bien, on ne va pas le faire à chaque fois. On va le faire seulement quand on appuie sur un bouton. Et donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Le plus simple, c'est que de base, Unity, il va reconnaître que quand vous appuyez sur la touche du haut ou du bas de votre clavier, eh bien, vous lui dites plus ou moins d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Il considère déjà ça de base comme un joystick. Il y a d'autres façons de faire, encore une fois, mais celle-là, historiquement, a toujours été vraie. Et donc ça, je peux y accéder en utilisant input.getAxis. Cette fonction-là, elle va me permettre de savoir si j'appuie en fait vers l'avant ou vers l'arrière. Si j'appuie vers l'avant, il va me donner une valeur entre 0 et 1. En fait, au plus je vais appuyer, par exemple, si j'ai un vrai joystick, une vraie manette, au plus je vais appuyer vers l'avant, au plus il va me donner une valeur qui sera de 1. A l'inverse, si j'appuie sur rien, il va me donner 0. Et donc une multiplication, parce qu'on est dans une multiplication ici, eh bien, multiplié par 0, ça vaudra 0. Et enfin, si je vais vers l'arrière, il me donnera quelque chose compris entre 0 et moins 1. Vous voyez un petit peu le rapport à ce que je vous expliquais tantôt. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais dire .input.getAxis et je vais demander de donner l'axe vertical. Voilà. J'enregistre et on va voir la différence à présent. Voilà, je le fais et on voit qu'on avance ou on recule. Donc là, on est bon, sauf que vous voyez que c'est un petit peu trop puissant. Et donc du coup, soit je vais tomber en arrière, soit je vais tomber en avant. Et donc ici, par exemple, on pourrait augmenter un petit peu le scale ici. Voilà, hop.
de notre cube. Et donc du coup, hop, voilà, on a une surface plus large. Et ici, on sera plus à l'aise pour faire nos tests. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer, forcément, sur la vitesse ici. Ça veut dire que plutôt que le multiplier par 1, je peux venir encore le multiplier. Et je peux le multiplier, par exemple, fois 0.f, 0.1 float, pour diminuer sa vitesse à 10%, dans ce cas-ci. Là, je vais le relancer. Encore une fois, vous faites vos tests et vous voyez un petit peu en fonction. Et là, on voit que du coup, il se déplace un petit peu moins vite. Donc, si vous avez compris ça, vous comprenez qu'on peut faire exactement la même chose, mais pour aller de gauche à droite. Donc ici, eh bien, on va lui donner par exemple un right, et on va utiliser l'axe horizontal. J'enregistre, et si je reviens maintenant sur mon code, voilà, je peux le faire bouger tranquillement dans tous les sens que je souhaite. Donc voilà déjà un petit peu, ici, j'arrive à faire bouger ma capsule vraiment comme je souhaite en fonction de ce qui a été défini ici dans le code. Donc. Mais ce que vous verrez souvent aussi, c'est comment aller chercher, par exemple ici, non pas le transform, mais un autre composant qui est venu ici s'ajouter à ma capsule. Donc par exemple le collider, le rigid body ou toutes ces choses-là. Et bien pour ça, simplement, je vais venir déclarer non plus un int ou un float, etc., mais un objet. Et au niveau de ces objets, par exemple, je pourrais déclarer que je veux un rigid body. Voilà, un rigid body que je vais appeler rigid body. Ici, en dehors de mon start, je vais faire que le déclarer. Ça veut dire que je ne vais pas encore l'affecter à quelque chose, mais Unity saura qu'il y a un rigid body et que ce rigid body, eh bien, je l'appelle rigid body. Voilà, je pourrais l'appeler XXX ou XYZ ou ce que je veux. Je vais l'appeler rigid body. Voilà. Et ce rigid body, tout simplement, maintenant, j'ai besoin de lui dire que c'est mon composant que je veux utiliser. Et pour ça, simplement, ce que je vais faire, c'est je vais dire rigid body, je vais l'affecter exactement comme pour le reste, et je vais lui dire que c'est égal à getComponent. Je vais ouvrir ici, alors ça c'est une syntaxe un peu particulière, je vais ouvrir ici un chevron, et je vais lui dire qu'on cherche un rigid body, et je vais mettre une parenthèse ouvrante et fermante directement. C'est un peu comme une fonction. Ah, c'est une fonction pour être plus précis. Et là, on est bon. Et ce rigid body, eh bien maintenant, je peux utiliser des fonctions qui sont accessibles uniquement voilà, sur un rigid body, etc. Et donc, je peux utiliser par exemple la fonction addForce. La fonction addForce me permet du coup d'ajouter une force. Un rigid body, c'est ce qui s'occupe de la gravité, etc., de la physique. Et donc, du coup, je vais lui ajouter une force vector3.up et je vais la multiplier. Donc, vector3.up, c'est vers le haut, simplement. Et je vais la multiplier, par exemple, par 1000f, par exemple, par 1000 float. Et du coup, un point virgule pour terminer la ligne. Et du coup, maintenant, quand je vais lancer mon code, je vais voir que, hop, ma capsule s'envole au démarrage. Au démarrage, on lui a appliqué 1000 en vector up, et donc du coup, on a ça qui se passe. Mais vraiment pour vous montrer comment je peux au final aller rechercher un composant. Je vais déclarer le composant, je vais lui donner un nom, comme je déclare une variable. Ensuite, dans le start, bien souvent, je vais aller le rechercher, et ensuite, je vais l'utiliser comme je veux. À noter que j'aurais pu très bien, en fait, simplement définir une place dans le script et aller relier le composant dans Unity. Et pour ça, donc là, on est vraiment sur de l'automatique, mais je peux enlever par exemple cette ligne aussi, et lui dire un coup de serialize file, tout simplement, j'enregistre, donc je rajoute vraiment le serialize file devant, et maintenant, quand je reviens sur Unity, et que je vais dans capsule,
je descends et je vois maintenant que j'ai un champ qui me permet de définir le rigid body. J'aurais qu'à le glisser, le prendre ici et à le glisser. Et j'ai du coup ce champ qui se remplit. Et donc voilà, je peux juste par glisser-déposer, venir déposer ça. Donc je peux le faire pour tout. Je peux le faire pour des capsules collider, pour des mesh renderers, etc. Et aussi, je peux le faire simplement pour un GameObject. Par exemple, je pourrais très bien venir sérialiser un GameObject. Donc pour ça, je vais simplement mettre GameObject. Et admettons que je veuille venir chercher le terrain. Donc je vais mettre field. Et ensuite ici, ce que je peux faire, c'est un coup de field.setActive false, par exemple. Vous reconnaissez une fonction, vous reconnaissez un booléen. Alors pour l'instant, j'ai l'air de sortir les fonctions d'un chapeau comme ça. Je vous montrerai où les trouver, bien entendu, un peu plus tard dans cette vidéo. Donc je mets un point virgule, j'enregistre, je charge le script, pas d'erreur, excellent. Je le redémarre, et quand je lance, alors ici, il met une erreur parce que je n'ai pas défini justement les champs au niveau du script. Voilà, donc ici il me demande un rigid body, je vais lui remettre le rigid body de la capsule. Et ici pour le field, il me demande quel est le GameObject que je vais mettre. Je vais mettre le cube et je vais relancer. Et là on voit que boum, le cube directement, il a été désactivé au démarrage. Et donc du coup, ma capsule, elle est en train de chuter. Ici on vient de l'avoir passée. Voilà, tout simplement. Donc vraiment pour vous montrer des petits comportements, des petites logiques de base de comment on peut contrôler nos GameObjects, nos composants via des scripts. Alors tout ça, ça ne provient pas de nulle part forcément. Unity dispose d'une grande documentation, dont je vous mettrai le lien en description, et qui décrit justement tout ce qu'on peut utiliser comme propriété, etc. sur les types d'objets. Donc ici, j'ai pris la documentation au niveau widget body, et on voit qu'on peut utiliser directement toutes ces propriétés sur le widget body, et qu'on peut utiliser également des méthodes, comme la méthode addForce, que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais on aurait pu, par exemple, faire un point position pour modifier la position, ou un point rotation pour modifier la rotation, etc. Tout ça est dispo dans la documentation de Unity. Si vous avez du mal à chercher dedans, eh bien, n'hésitez pas à utiliser Google. Si je viens ici, je vais faire un coup de widget body Unity, par exemple, eh bien, je vais trouver directement la page correspondante. Et donc, ça peut vous faire gagner du temps si vous avez un petit peu la flemme de chercher ou que ce n'est pas forcément évident au début. Et après, avec l'habitude, ça viendra tout seul. Alors, à noter une particularité justement, puisqu'on aborde les widget body, eh bien, souvent, quand on va travailler sur des widget body, on ne va pas travailler dans la méthode update. Ici, bon, ça va parce qu'on le démarre. Mais admettons qu'on cherche à faire un saut, par exemple, on va plutôt travailler dans une fonction qui s'appellera fixed update. La différence là-dedans, c'est quoi? C'est que le fixed update est plutôt pensé pour calculer justement tout ce qui est gestion physique, etc. Et donc, si vous manipulez un widget body, je vous conseille forcément de venir le manipuler dans le fixed update qui se trouve ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et surtout, j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis d'avoir ces bonnes bases, d'avoir les bons réflexes et de pouvoir commencer sereinement sans avoir peur du code, sans avoir peur de la programmation. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez besoin d'un hébergement en ligne, pensez à Hostinger. Petit rappel, avec le code Bertrand, vous savez avoir 7% de réduction. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, pensez à vous abonner. J'ai encore pas mal d'autres vidéos qui devront arriver sur le sujet et bien d'autres en général, puisque sur ma chaîne, je vous propose vraiment de commencer à maîtriser la technologie pour la mettre à votre service. Nous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, surtout, portez-vous bien.